Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui on accueille Anne Brunira, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes députée Renaissance de Lyon sur une circonscription qui englobe en gros le 6e, le 3e et une partie du 8e arrondissement. On voulait revenir avec vous finalement sur essayer de se projeter sur l'avenir. La réforme des retraites poursuit son chemin, bon gré mal gré, plutôt mal gré. Est-ce que Emmanuel Macron finalement peut arriver à sauver les 4 années de mandat qui lui restent? Est-ce que vous allez encore pouvoir agir, changer le pays, réformer? Ou est-ce que la réforme des retraites, ça va finalement être votre sparadrap du capitaine Haddock qui vous colle jusqu'à la fin du mandat et qui vous empêche d'agir? Je pense qu'on peut déjà faire un petit retour en arrière sur cette première année de mandat. Sur cette première année de mandat, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a quand même voté 25 lois. 25 lois, dont 3 Toutes lois balayées dans la votées... mémoire par la réforme des retraites. Oui, mais enfin qui touchent concrètement les Français. La loi sur le pouvoir d'achat qu'on a fait dès qu'on a été élu, très importante. On parle encore, bien sûr, du chèque énergie, c'est encore d'actualité. On parle encore de l'inflation, la façon dont nous avons réussi à la modérer. Non, mais tout ça a été balayé. Non, ça n'a pas été balayé du tout, je à ne date, le crois pas du tout. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une impopularité importante, une défiance très importante, une hostilité même très importante contre Emmanuel Macron, contre le gouvernement, contre votre majorité présidentielle. Comment passer à la suite? Moi, je crois qu'on oublie quand même l'impopularité des présidents d'une manière générale et l'impopularité des réformes des retraites plus particulièrement. Là, nous avons un président qui, pour la première fois dans la Ve République, a été réélu après un premier mandat, qui a été bien réélu et qui a mis en place une réforme dans un contexte particulier de sortie du Covid, de guerre en Ukraine, de crise inflationniste et énergétique. Et nous avons des résultats, notamment des résultats économiques, mais pas que. Et effectivement, cette réforme des retraites a généré beaucoup de mécontentement, et nous en envoyons encore un peu aujourd'hui un reliquat avec des manifestations un peu bruyantes et surtout des dégradations dans la ville que moi je regrette profondément, notamment dans ma circonscription, dans le 6e arrondissement, des dégradations tout à fait inadmissibles, car on peut manifester pacifiquement, et un certain nombre de manifestants d'ailleurs l'ont montré pendant la mise en œuvre, le débat de la réforme des retraites. Donc moi je regrette cette violence dans les propos, cette violence dans les manifestations. Par contre, je suis à l'écoute, j'ai entendu effectivement les arguments des personnes qui étaient opposées à la retraite, et je le redis, à la réforme des retraites, cette réforme, elle était nécessaire pour sauver notre système, pour l'équilibrer financièrement, et pour avoir les moyens de mener d'autres réformes, celles que nous allons mener maintenant. Est-ce qu'elle a été bien menée? On peut refaire le match avec des si, on mettrait Paris en bouteille, comme disait l'autre. Nous avons fait notre maximum, je parle en termes au nom des députés Renaissance. Moi, j'ai reçu tous ceux qui me le demandaient, j'ai répondu à tous ceux qui contestaient, j'ai fait des réunions et même des débats avec les syndicats, j'ai réexpliqué pourquoi nous étions favorables à cette réforme des retraites, qu'elle était nécessaire et qu'en plus, elle permettait des progrès que tout le monde oublie, mais que j'espère bénéficiera. Le Conseil constitutionnel a enterré? Non, il y a des progrès qui ne sont pas tous enterrés, et les quelques, effectivement, et je pense notamment à l'index senior auquel on tenait, qui ont été retoqués par le Conseil constitutionnel, seront dans une prochaine loi, une loi travail à venir. Emmanuel Macron a expliqué qu'il y avait peut-être trop de lois en France, qu'on allait passer peut-être désormais soit par des décrets, soit par des arrêtés. C'est un sujet difficile. Est-ce que c'est pas une manière de contourner l'Assemblée nationale où il n'a pas la majorité, où vous n'avez pas la majorité? Est-ce que c'est la bonne grille de lecture finalement de la colère contre les institutions? Alors, c'est pas lié... On arrête les lois, on passe par des décrets et par des arrêtés. C'est pas lié que à la majorité relative. Parce que c'est quelque chose que l'on dit depuis 2017. Moi, je suis élue depuis 2017. Et depuis 2017, et même avant, on disait qu'on faisait déjà trop de lois, notamment des lois de circonstances, ou voilà, des lois trop longues et trop on dit bavarde, trop bavarde. Donc, c'est pas lié à la majorité relative. Moi qui suis une spécialiste du domaine de l'éducation, dans l'éducation, il y a beaucoup de choses qui ne passent pas par la loi. Beaucoup de choses le dédoublement des classes en CP1, ça ne passe pas par la loi. Donc, c'est déjà le cas aujourd'hui. Un certain nombre de mesures ne passent pas par la loi. Et ce faisant, elles peuvent être aussi mises en œuvre plus rapidement. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui avec la majorité relative, c'est que nous devons trouver des compromis avec des oppositions qui aujourd'hui ne sont pas à la hauteur. Une extrême gauche qui fait de l'obstruction, qui fait du bruit, une extrême droite qui se tait, permettant au sondage de la favoriser. Et nous cherchons des partis, des groupes républicains
que ce soit le Parti socialiste, que ce soit les LR, pour travailler avec nous. Et nous allons continuer à essayer de faire ça. Nous avons déjà réussi à voter des lois, par exemple, sur le budget du ministère de l'Intérieur avec la droite, les lois sur l'énergie renouvelable avec la gauche. Nous allons continuer à essayer, c'est notre mission, de créer des majorités de projets loi par loi. Et bien sûr, il nous faudra plus de travail, donc moins de lois. Est-ce que ça pose quand même pas un problème démocratique ? On voit ce qui a été contesté dans la réforme. Il y a la réforme sur le fond, il y a aussi sur la forme, le passage par le 49.3, par le 47.1 précédemment. Et là, de dire, on sort de cette crise, finalement, et on va encore plus contourner l'Assemblée nationale. Est-ce que ça ne montre pas qu'il y a quand même un problème dans la gouvernance dans ce pays, où on pourrait se dire finalement, en fait, la majorité présidentielle n'a pas eu la majorité à l'Assemblée nationale. Bon, bah c'est pas grave, on va trouver toutes les ficelles pour contourner le problème et faire ce qu'on avait décidé de faire, malgré ce qu'ont dit les électeurs. Non, mais ceux qui déplorent l'usage du 49.3 le plus bruyamment, qui nous accusent d'avoir utiliser des outils qui sont pourtant constitutionnels, qui même dénigrent l'avis du Conseil constitutionnel, en l'occurrence la NUPS, sont quand même ceux qui ont posé 18 000 amendements pour que nous ne puissions pas débattre de la loi à l'Assemblée nationale. Donc je veux bien tout entendre, mais il faudrait un petit peu de cohérence. Nous étions prêts à débattre, nous étions prêts à voter. C'est eux qui ont fait de l'obstruction, qui ont mené à l'utilisation du 49.3 au bout de 175 heures de débat, ce qui est la plus longue durée de débat sur une réforme des retraites que nous ayons jamais eue en France. Donc, moi, je suis pour le débat, je suis pour le vote. Le 49.3 est fait lorsque nous sommes dans une obstruction manifeste, et c'était le cas sur la réforme des retraites. Et ici aussi, on pourrait continuer à en débattre pendant des heures. On arrive au terme de cet entretien. Merci Anne Brunira d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.